C'est Franz Kafka qui écrivait: Écrire, c'est bondir hors du rang des meurtriers. N'est-ce pas la même chose pour parler? Parler, c'est bondir hors du rang des assassins. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 décembre 2012, le 7 Nivose de l'an 220, calendrier républicain. J'ai justement la voix enrouée et j'ai pris un coup de froid, conséquence de cette décapitation de ma tête en forme de patate qui roulait dans le panier en popsicle. Et cette impression de fraîcheur, style dentine, eh bien, s'est muée en grippe. Ma guillotine s'est grippée, finalement. Alors aujourd'hui, je vais continuer la lecture de Chris Hedges, où il s'en prend vertement aux élites universitaires qui sont en train vraiment de nous mettre dans le trouble. Mais par ailleurs, je fais appel à vos services. Vous savez, Arthur Porter, le directeur du CHUM de McGill, qui ne s'appelle pas le CHUM, là, mais de l'hôpital McGill, ils ont découvert qu'il y avait un trou de 140 millions. On sait que l'îlot voyageur, c'est 1,5 milliard. Mais ce que j'ai appris qui m'a vraiment étonné concernant Arthur Porter, j'allais dire Harry Potter, c'est que Arthur Porter a été le président, le patron qui surveillait le CRS, les services canadiens du renseignement. Alors, est-ce une nomination politique? Il a démissionné en septembre 2011. Et là, maintenant, notre Porter, notre crosseur national, hein, eh bien, coule des jours paisibles dans une île quelconque. Alors, j'aimerais, si vous avez des lumières là-dessus, comment se font ces nominations-là politiques du SCRS? Ça m'intrigue. Et hier aussi, un jeune homme à ma librairie, je lui disais que j'étais devenu un activiste. C'est le grand changement de ma vie et j'en suis venu à penser que la cinquantaine, j'ai la petite cinquantaine, c'est l'âge du politique. J'ai fait ce que j'avais à faire dans la vie, ou si j'ai pas fait ce que j'avais à faire, il est un petit peu tard pour le faire, n'importe. Et ce printemps québécois a réveillé quelque chose en moi de vraiment extraordinaire, un désir d'engagement. Et le bonheur que j'ai de côtoyer certaines personnes, de les fréquenter, d'aller manifester avec eux, d'établir des projets. Et il me demandait si j'avais un objectif, ce jeune homme-là, si j'avais un objectif. Je dis non, je n'ai pas d'objectif, si ce n'est que de parler. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de projet, je ne sais même pas si ça va fonctionner, mais pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est que je sois en règle avec ma propre conscience. Et le citoyen et le bourgeois se livrant une âpre lutte dans ma conscience depuis très longtemps, eh bien, on dirait bien que le bourgeois est en train de se faire passer un chaos par le citoyen. Et il est évident que le bourgeois, lui, compte sur l'État, compte sur un État violent pour assurer sa pension, quoi qu'il arrive, quoi qu'il pense. Il a remis tout entre les mains de l'État, et lequel État est entre les mains de cette élite universitaire corrompue, absolument corrompue. Et on les écoute, ces grands experts-là, BA, mais maintenant, il faut les traquer. Il faut les traquer intellectuellement. Alors, je pose une question. Comment et pourquoi a été nommé Arthur Porter patron des services canadiens du renseignement de sécurité? Je veux savoir comment ça se fait, ces choses-là. Alors, j'attends de vous que vous m'éclairiez sur cette question-là. En attendant, encore une fois, Chris Hedges, l'Empire de l'illusion. Comme je suis assez grippé aujourd'hui, c'est quelque chose de voir sa propre tête, même si elle est représentée sous l'aspect d'une pomme de terre, roulée dans un panier en plastique. Alors j'ai pris froid finalement. Cette petite tête a pris froid. Les universités d'élite méprisent le travail intellectuel rigoureux, qui par nature se méfie de l'autorité, défend farouchement son indépendance et recèle un potentiel subversif.
Elle fragmente le savoir en disciplines hautement spécialisées, qui offrent des réponses pointues, s'inscrivant dans des structures rigides. Économiques, politiques ou sociales, les hiérarchies qui servent ces institutions reposent sur des postulats univoques, tels la primauté d'un marché sans entrave et un vocabulaire qui leur est propre. Ces terminologies par lesquelles les spécialistes se démarquent en tant qu'élite nuisent à l'acquisition d'une vision globale, dissuadent les néophytes de poser des questions embarrassantes, font obstacle à la recherche du bien commun, fragmentent les disciplines, divisent le corps professoral, les étudiants et les chercheurs, et incitent les universitaires à s'enfermer dans leur tour d'ivoire en négligeant les questions morales, politiques et culturelles les plus pressantes. Ceux qui osent faire preuve d'esprit critique comme Noam Chomsky, Howard Zinn, Denis Kucinich ou Ralph Nader sont marginalisés, exclus des grands débats. Les universités d'élite ont renoncé à toute autocritique. Elles refusent de remettre en cause un système n'ayant que son propre maintien pour raison d'être. Dans ces institutions, il n'y a que l'organisation, la technologie, la promotion personnelle et les systèmes d'information qui comptent. Dans un article de 1967, éduqué après Auschwitz, Théodore Adorno soutient que la barbarie à l'origine de l'Holocauste persiste tant que durent les conditions qui favorisent cette rechute et qu'il faut mettre en place et qu'il faut mettre en évidence et critiquer grâce à l'éducation les mécanismes qui produisent les hommes capables de telle action. L'école ne doit donc pas se contenter d'enseigner des compétences. Elle doit transmettre des valeurs. Si elle ne le fait pas, un autre Auschwitz sera toujours possible. Tout enseignement politique devrait finalement concentrer ses efforts pour empêcher qu'Auschwitz ne se reproduise. Ce serait possible que dans le cas où, sans crainte de se heurter à des puissances quelconques, il se consacrerait ouvertement à ces problèmes importants entre tous. Il lui faudrait se constituer une sociologie, enseigner le jeu des formes sociales qui agissent à l'arrière-plan des formes politiques. Si nous ne prenons pas conscience du jeu des formes sociales qui agissent à l'arrière-plan des formes politiques, le pouvoir de l'argent s'exercera de manière nettement plus impitoyable en délaissant les artifices de la société de consommation pour renouer avec la répression pure et simple. Eh bien, c'est ça qu'on ressent, n'est-ce pas? On se le fait dire, il n'y a pas d'autre alternative. Alors, les étudiants de ce beau printemps-là québécois qui avaient recours à des philosophes comme Chris Hedges ou Ivan Illich ou Noam Chomsky se faisaient traiter de rêveurs et on les a traités avec condescendance. Pour moi, c'est plus acceptable. Il y a un moment dans la vie où il faut choisir son camp. Mon camp, ben, c'est celui des révoltés. Je l'ai toujours été, mais c'était peut-être la meilleure part chez moi, cette révolte. Et puis, à un moment donné, la vie fait son œuvre, n'est-ce pas? Et on devient désabusé, et c'est là que nous mourrons. Donc, parler, c'est bondir hors du rang des assassins. Alors, je vous invite à aller... on va se renseigner un peu sur Arthur Porter. J'imaginais tout à l'heure, j'étais assoupi dans mon lit, en proie à une fièvre grandissante. J'imaginais qu'à l'aide d'écrivains extrêmement doués comme Jean-Paul Coupal, nous pourrions créer une pièce de théâtre où nous ferions le procès, nous monterions des actes d'accusation. Comme Porter, on ne le rattrapera jamais, n'est-ce pas? Eh bien, on va faire une pièce de théâtre avec lui et on va lui faire son procès, un peu comme cette émission de télévision
il y a une bonne vingtaine d'années qui s'appelait En direct de la cour, me semble-t-il, où un juge entendait des causes réelles, un vrai juge entendait des causes réelles et rendait des jugements à la suite de litiges entre voisins ou entre un acheteur et un vendeur. C'était amusant, les gens apprenaient quelque chose. C'était encore une époque où on pouvait encore apprendre quelque chose. Ben écoutez, je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pas la forme. J'avais envie de vous faire une vidéo à la Gainsbourg, vous dire aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo, ou encore je suis venu te dire que je m'en vais et tes larmes ne pourront rien y changer. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez toute la suite. Merci, bonne journée, malgré tout. En ce moment, il y a une grosse tempête de neige à Montréal pour mes amis européens. C'est très beau à observer cette neige, très poétique. Allez, bonne journée.